suis à la fois un serial entrepreneur dans le secteur de l'éducation et du conseil. J'ai également œuvré toute ma vie dans ce secteur de l'enseignement supérieur. Je travaille pour un certain nombre d'organisations, dont Pôle emploi qui s'appelle maintenant France Travail, l'UNEDIC. Et un de mes sujets, ce sont les compétences. Voilà, c'est essayer d'imaginer ce que seront les compétences utiles dans 20 à 30 ans. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui ? Mon sujet, ça va être d'éclairer les grandes tendances technologiques. C'est le sujet du jour, Tech and Fest. Qu'est-ce qui nous attend demain en matière de technologie ? De voir un petit peu comment aujourd'hui réagissent les grands acteurs de la tech et quelles sont les compétences qui vont leur permettre de continuer à grandir, à s'adapter dans ce 21e siècle qui est, vous l'aurez remarqué, très turbulent. Premier sujet, on est en train de vivre, et ça arrive vraiment dans l'histoire, ça arrive tous les siècles et demi dans l'histoire de l'humanité, on est en train de vivre concomitamment 3 révolutions, 3 grandes transitions. La première, je commence par celle-là, mais c'est pas celle-là. Je vais vous mettre les 3 d'un coup. La première des révolutions, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle une transition écologique. Alors, ne sauvons pas la planète, elle se sauvera elle-même. Essayons de sauver l'humanité et la majorité de ses habitants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit une forme d'urgence climatique. Les premiers touchés, ce sont évidemment les habitants de la planète, mais ce sont surtout, en termes économiques, les assureurs. Et l'enjeu, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, cette révolution écologique, elle n'est pas perçue de la même manière, qu'on soit français ou européen. Et je rappelle qu'on est une des nations les plus vertes de la planète. Qu'on soit américain. Je me permets de vous rappeler que 60% des Américains sont climato-sceptiques. Et c'est encore différent quand on est chinois, puisqu'en Chine, la révolution écologique, c'est juste une opportunité business. Ils nous vendent à peu près 90% des batteries qui équipent nos véhicules électriques sur la planète. L'idée, quoi qu'il en soit, on en est certain, c'est d'être capable d'imaginer de nouveaux business de développement. Le profit ne peut plus être le seul critère d'évaluation de la performance d'une organisation humaine, et en particulier des entreprises. Deuxième révolution à l'œuvre, une 3e ou une 4e révolution industrielle. Alors je mets souvent 4e révolution industrielle parce que le patron du World Economic Forum qui a eu lieu il y a 15 jours parle de 4e révolution industrielle. Pour moi, comme pour la majorité des économistes, c'est que la 3e. Néanmoins, ce que je peux vous dire, vous assurer avec une certaine prestance, c'est que ce sera la dernière révolution industrielle. C'est-à-dire que les prochaines révolutions technologiques, elles ne transformeront pas l'industrie et la société, elles transformeront l'être humain dans sa chair. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la photo, ça y est, Elon Musk, l'année dernière, a obtenu de la FDA, la Federal Drug Administration américaine, l'autorisation d'utiliser des cobayes humains. Et donc, ça y est, il a greffé ses premiers cobayes avec des chips, avec des puces. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est un peu dégueulasse. Et aujourd'hui, alors, révolution industrielle, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. La première, c'est la mécanisation. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'humanité, on est passé d'une énergie animale, humaine ou animale, à une énergie mécanique. Deuxième révolution industrielle, c'est une révolution intéressante parce qu'on est passé dans une logique d'industrialisation, de massification. Et là, du coup, on a vidé, sociologiquement, ça se traduit comment ? On a vidé les campagnes pour remplir les usines. Et cette 3e ou 4e révolution industrielle, elle est simple à comprendre. Mécanisation oblige, ce coup-ci dans l'industrie et non pas seulement dans l'agriculture. On a vidé les usines pour remplir les bureaux. À noter que certains pensent que les révolutions, on l'a déjà vécu. En fait, une révolution industrielle, ça dure entre 70 et 110 ans. Les précédentes, en tout cas, c'était leur durée. Donc aujourd'hui, le digital, l'intelligence artificielle, ce n'est que le début. Les technologies sur lesquelles on travaille, qui sont en cours de développement, qui sont en cours de test, elles vont encore plus transformer notre quotidien au boulot et notre quotidien dans la vie de tous les jours. Vous connaissez peut-être le phénomène, ce qu'on appelle l'informatique quantique. Vous connaissez ou pas ? Est-ce que je peux avoir des regards éclairés ou pas ? L'informatique quantique, c'est pendant 200 ans
et notamment grâce à la Seconde Guerre mondiale et au code allemand, on a travaillé sur une informatique faite de 0 et de 1. Aujourd'hui, on travaille avec une informatique qui est faite d'états différents de la matière, inspirée de la physique quantique, inspirée aussi de modes de fonctionnement du cerveau. Alors, les scientifiques me diront que je suis très caricatural, mais j'ai 20 minutes. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on est capable de faire depuis 2019 tourner des ordinateurs quantiques qui sont très consommateurs d'énergie parce qu'on les fait tourner sous le zéro absolu, moins 172 degrés Celsius, un truc comme ça. Ils ne tournent pas plus de 2 minutes. En tout cas, on n'a pas d'informations sur ceux qui tournent plus de 2 minutes. Et il s'avère que depuis 2019, on en a entendu parler. 2020 un petit peu. Depuis le confinement, la plupart des publications sur le sujet sont classées secret défense. Ces ordinateurs sont incapables de faire certains calculs que font votre Texas Instruments College. Pour ma génération, c'était une Casio, mais bon. Mais ils sont capables aujourd'hui de décrypter un génome humain en quelques millièmes de seconde. Voilà, donc on est dans une phase d'accélération qui, liée au projet de la biotech, de la génétique, vont vraiment accélérer les choses. Et puis je pense que vous avez peut-être entendu parler des progrès faits au niveau de la fusion nucléaire. On a un petit gars russe qui s'appelle Poutine qui a relancé toutes les politiques de décarbonation sur la planète, toute la recherche sur la fusion nucléaire. Et il y a 6 mois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on sait faire la fusion nucléaire, hein, ça coûte très cher, il faut des aimants, il faut contenir les réactions en chaîne. Mais pour la première fois, on est positif en création d'énergie, c'est-à-dire qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme. Et en parallèle, vous avez des progrès extraordinaires qui sont faits en matière de supraconductivité. Et jusqu'à présent, la supraconductivité, elle ne se fait pas à température ambiante. Alors là, c'est très critiqué, mais il y a eu, en juillet dernier, 3 expériences menées en Corée du Sud qui permettent de la supraconductivité à température ambiante, dont, avec pour conséquence que la fusion nucléaire est du coup à portée du quotidien. De 2, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher et les batteries seront beaucoup plus performantes, avec des applications dans l'industrie automobile et tout type d'industrie. Voilà. Donc là, pour vous dire, on a vu que les 2 premières vagues, il y en a 2-3 qui vont suivre. Dernière révolution en cours, et je vous parle du contexte pour vous expliquer qu'en fait, il y a certaines compétences qui seront toujours utiles, mais qui ne seront plus essentielles, qui seront comme en mathématiques des conditions nécessaires, mais plus suffisantes. La dernière révolution à l'œuvre, et là je vous apprends rien, si vous allumez la télé le matin ou le soir pour vous déprimer, vous vous apercevez qu'on est dans un monde au bord d'un conflit qui pourrait être mondial. En tout cas, on a déjà vu des gouvernements très populistes prendre la tête des États-Unis avec Trump, du Brésil avec Bolsonaro, les 5 étoiles en Italie. On se retrouve dans un monde qui va d'autant plus se complexifier que certaines ressources sont toujours rares, hein, le pétrole, mais désormais le lithium, le nickel, le cuivre, et d'autres ressources qu'on n'imaginait pas devenir rares. Parce que je vous ai parlé d'informatique quantique, je vous ai parlé de supraconductivité, mais sur ces sujets-là, il y a la même inégalité de répartition de la richesse. C'est que quelques entreprises, que quelques pays, les États-Unis et ses vassaux, dont la France, la Chine et ses vassaux, dont la Russie, qui maîtrisent ça. C'est quelques happy few sur la planète, avec tous les risques que ça comporte, qu'une technologie ne soit utilisée que par quelques-uns. Donc une fois que je vous ai fait ce panorama parfois inquiétant, moi je le trouve très stimulant, hein. L'essentiel avec la guerre, c'est de l'éviter. Les conflits, il y a toujours eu des risques de conflits. Donc là, l'idée, c'est comment aujourd'hui, dans un monde triplement complexifié, on développe ses compétences, on développe son entreprise, on développe son employabilité. Alors il y a tout un tas de mythes et de fantasmes. On a la chance en France d'avoir de très bons experts en intelligence artificielle. Nous, on en a un à IRIG qui s'appelle Flavien Chervet, qui vient de sortir le premier bouquin sur le prompt engineering. Et puis vous en avez d'autres comme Julia, je ne sais pas si vous connaissez Julia, Philippe Julia, c'est le patron de l'INO de Renault. Ça a été celui qui a créé Siri chez Apple, il est passé chez Facebook. Et gros, l'IA aujourd'hui, c'est de l'agent conversationnel, hein. On n'est pas dans l'intelligence. On est dans de l'expérience utilisateur amplifiée parce que la machine est capable de décrypter ce que vous lui dites dans plusieurs langues. Et vous verrez, aujourd'hui on parle de prompt engineering, mais dans 6 mois, 1 an, c'est fini parce que la machine va s'adapter à tout type de langage, à tout type de questions, y compris les plus bêtes et les plus mal formulées.
Donc, dans tout ça, nos amis de Tech Fest et notamment les deux co-directeurs de Tech Fest m'ont dit mais si tu pouvais parler des entreprises de la tech dans ta présentation. Donc j'ai essayé aussi de décrypter ce qui s'est passé il y a 20 ans avec ce qu'on a appelé la révolution digitale. Vous voyez, on est sur des boîtes dont les valorisations boursières explosent. Et pendant un moment, on s'est dit, ces boîtes, elles ont des valorisations boursières qui explosent, mais elles n'embauchent pas tant de collaborateurs que ça. Elles ont un impact social, sociétal plutôt faible. On avait peur que ce qu'avait dit Schumpeter avec le concept de destruction créative. Schumpeter, il a dit, mais chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, l'essentiel, si elle détruit des emplois, c'est qu'elle en crée d'autres. Donc on a eu peur que ce soit remis en cause, et ça ne l'a pas été. Voilà. Certes, il y a une financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que, vu leur niveau de capitalisation boursière, il y a un siècle, elles devraient avoir 10 fois plus de collaborateurs, ces boîtes, mais ça a créé énormément d'emplois. Je ne sais pas si je l'ai mis, mais Amazon, c'est 1,3 million de collaborateurs, et c'est de moins en moins de collaborateurs qui se pètent le dos dans les entrepôts, et c'est de plus en plus d'ingénieurs, de tech, de scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce secteur, il n'échappe pas à la crise non plus. Je vous ai mis les derniers licenciements dans ces boîtes. Je vous ai mis aussi ce schéma. Alors là, pour vous donner, Apple vient de dépasser les 3 000 milliards de capitalisation. Il y a plus de 40% des pays de la planète qui ont un PIB inférieur à ça. Je vous ai mis aussi l'âge des entreprises de la tech. C'est trompeur. Et d'ailleurs, j'adore ce salon parce que vous voyez plein de boîtes qui existent depuis une centaine d'années. Constellium, c'était Péchiné avant. C'est génial ce qu'ils font. Et là, moi, la boîte dans laquelle je mettrai mon pognon, elle s'appelle IBM. C'est aujourd'hui le numéro 1 connu, parce qu'on est sûr que les Chinois et les Russes ont des trucs cachés, sur l'informatique quantique. C'est eux qui maîtriseront une partie des technologies de demain. Je vous ai mis les chiffres d'affaires et vous voyez qu'entre le chiffre d'affaires et la valorisation boursière, il y a quand même un gros décalage. Ça, c'est un autre débat, je ne vais pas y rentrer. Et on s'aperçoit que même l'inflation n'y fait rien. À ce stade, est-ce que quelqu'un a une question, une interrogation, un doute? Donc je suis allé chercher deux docs, qui quand ils sont sortis sont passés quasiment inaperçus parce que ce sont des docs qui ont été développés par les chercheurs du World Economic Forum, qu'on peut critiquer. Mais comme c'est une association qui est financée par les 100 plus riches boîtes de la planète, ils ont quand même quelques moyens, donc il faut toujours prendre un peu de recul. Mais ces chiffres aujourd'hui sont repris par le cabinet du Premier ministre en France, par France Travail, par l'OCDE, par les Nations Unies. Et ce qui est intéressant, alors je vous ai mis quelques jobs que j'aime bien. Pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien bouffer, et je crois que ça se voit. Je trouvais que boucher végétarien, c'était sympa. Il faut savoir qu'en France, c'est pas possible. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire avec la nourriture en France. C'est un des pays les moins propices au développement de la bouffe à base d'insectes, etc. Il est autorisé que pour l'alimentation animale, par exemple. Contrôleur de trafic de drones, je peux vous dire que ça explose et qu'aujourd'hui, il y a deux nations qui sont en tête, qui sont l'Ukraine et la Russie, observées par toutes les autres. Et puis imprimeur d'organes, j'adore parce que pour moi, c'était de la science-fiction. Puis je suis allé voir les chiffres. Aujourd'hui, 9 CHU sur 10, centres hospitaliers universitaires, disposent d'imprimantes de peau 3D. Vous le saviez? Vous vous brûlez, là, tout de suite, vous allez au CHU de Grenoble, ils vous impriment de la peau à base de vos cellules. Voilà. Alors c'est une super innovation. On en a trouvé une encore meilleure, issue de ce qu'on appelle le biomimétisme. On est allé trouver un poisson qui s'élève parfaitement bien et dont la peau est encore meilleure pour reconstituer la peau humaine après des brûlures. Voilà. Donc tous ceux qui pensent que la tech n'a que des mauvais côtés, celui-là, c'en est un bon. Je vous ai mis des stats aussi que je trouve un peu marketing. Pour l'Institut de Force de Future, qui est un des gros think tanks US, 85% des emplois sont à réinventer. Alors ces gens-là, ils sont comme moi, ils vendent de la formation, donc ils ont tout intérêt à vous dire ça. Et je vous ai mis sur tout ça, c'est le top 10 2020 pour les compétences de demain, fait par le World Economic Forum.
Ce qui est intéressant plus que tout, alors je suis désolé, c'est en anglais, mais je trouve que ça sera, tout le monde devrait comprendre. On est dans une logique différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec des organismes comme France Compétences, etc., on vous parle métier, on vous parle compétences techniques. Là, vous avez le World Economic Forum, il n'en met quasiment pas de compétences techniques. Et il estime que ce sont les compétences que devront avoir les dirigeants et tous les acteurs économiques pour pouvoir s'en sortir et transformer le monde. Moi, ce qui m'a plu, c'est déjà la manière dont ils ont catégorisé. Et là, je vais vous montrer deux schémas. Celui de 2020, alors qui est 2020 en plein Covid, aucun média n'a repris celle-là. Et là, on vient d'avoir la nouvelle organisation des compétences qui est sortie il y a 3 mois. Eux catégorisent 4 types de compétences essentielles. Capacité à résoudre des problèmes, capacité à se manager soi. Et je pense qu'aujourd'hui, chez les jeunes comme chez les moins jeunes, c'est une problématique majeure. Comment je me gère, comment je gère mon engagement, comment je donne du sens à ma vie dans et en dehors de mon boulot. Boulot qui va être multiple. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai les stats pour les diplômés d'école de commerce et d'ingénieurs. Ils vont connaître 8 employeurs au cours de leur vie, occuper 16 boulots. Et sur les 16 boulots occupés en moyenne, il y en a la moitié qui n'existent pas encore. Donc ça complique c'est qui la vie. Alors, et moi c'est ce que j'essaye de leur dire, c'est pas grave d'avoir plusieurs employeurs, plusieurs boulots. L'essentiel c'est de se faire plaisir. Parce que cette jeunesse, elle va travailler plus longtemps que moi. Elle partira à la retraite bien plus tard. Ce qui est intéressant aussi comme compétence, c'est working with people, capacité à travailler avec les autres, à coopérer. Tout le monde trouve ça évident. Le fait est, c'est que ce n'est pas enseigné, la coopération. On vous parle de management, de leadership, on ne vous passe pas de capacité à coopérer, à accepter l'autre. Voilà, et ce n'est pas nouveau. Hein. Sartre écrivait « l'enfer, c'est les autres ». Et il avait totalement raison. Et puis vous voyez, des compétences qui avant étaient en tête de tous les classements, surtout dans un pays français comme la France, pays d'ingénieurs, de bâtisseurs de cathédrales, technology use and development, c'est-à-dire qu'on met dans le même bloc celui qui est capable d'utiliser de la technologie comme notre caméraman aujourd'hui, comme celui qui est capable de la créer. Et celui qui est capable de la créer au XXIe siècle, il se compte sur les poignées d'une main. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, la population française, elle a pris 20 millions d'habitants ces 30 dernières années. Elle a pris même pas 10 000 ingénieurs de plus par an. Et là, ce qui est intéressant, du coup, si on rentre dans le détail, et moi, ça me renforce dans mes croyances hein, et dans le projet que j'ai mené avec IRIG, c'est capacité d'analyse et d'innovation en 1, de très très loin, et ça monte, et ça va continuer à monter. Capacité à mettre en place sa propre politique d'apprentissage, sa propre stratégie d'apprentissage, sa capacité à apprendre tout au long de la vie. Voilà. Une chose est sûre, à un moment donné, il va falloir retourner plus ou moins sur les bancs de l'école pour renouveler vos compétences, pour les adapter. Capacité à résoudre des problèmes, ça en est toujours bon. Esprit critique, capacité d'analyse. Esprit critique, c'est en train de devenir extrêmement important avec les plus jeunes générations et avec les plus seniors. Les plus seniors, elles pensent qu'un post sur Facebook, ça vaut un bouquin revu par 15 scientifiques. Les plus juniors ne s'informent que sur TikTok ou sur Instagram. Donc on est confronté à ce qu'on appelle une problématique d'infobésité, de surcharge informationnelle, qui nuisent fortement à l'esprit critique, puisque nos amis les algorithmes, qu'ils soient de Facebook, de TikTok ou autres, ne jouent à fond sur vos biais. Vous faites une recherche sur une thèse donnée, toutes les informations qui vont vous remonter vont soutenir cette thèse. Pour l'esprit critique, c'est pourri. Et là, vous voyez apparaître des sites internet, notamment aux États-Unis. Alors, je ne donne pas le nom, je suis en train de le tester. C'est un de mes étudiants qui me l'a fait passer. C'est un site où tu fais une recherche, il t'envoie tout un tas de données dans des sources qui sont à l'opposé. Si tu vas chercher chez les communistes, ils vont t'amener chez les hypercapitalistes. Tu vas chercher chez les Américains, ils vont t'amener une information des Chinois, etc. Ensuite, créativité, capacité d'initiative. Alors, ils ont regroupé ça cette année et les années suivantes, ils ne vont plus le regrouper. Créativité, il faut savoir que c'est un mot qui est récent dans la langue française. Aux États-Unis, la créativité n'est considérée comme une matière que depuis les années 80. En France, ce n'est pas considéré, toujours pas, on est en 2024,
à part chez nous et dans les écoles d'art, comme une matière. Aux États-Unis, c'est 83. Dans le vocabulaire français, le mot créativité n'est rentré dans le Petit Robert et le Petit Larousse qu'en 1973. Voilà. Donc on a toujours cette idée que la créativité, c'est l'affaire des artistes, c'est pas une affaire de pros, et c'est tout le contraire qu'on est en train de voir, y compris dans des grosses boîtes comme Framatome, comme Constellium et tous les autres, où à un moment donné, l'innovation, elle ne va pas naître que de la tech. Leadership et capacité d'influence, capacité à utiliser la techno, capacité à la designer et à la programmer. On met tous les métiers du code dans la même bassine. Et là, ça monte. Résilience, capacité de résister au stress. Et ça aussi, c'est une problématique qu'on a globalement dans tous les pays occidentaux. Hein. Dans à peu près tous les pays occidentaux du monde, à l'exception notable de la Corée du Sud et du Japon, on est dans une interprétation malveillante, de mon point de vue, de Montessori. Montessori, elle dit qu'il y a différentes formes d'intelligence, donc on doit évaluer différemment la performance, mais ça ne doit pas dire qu'on ne doit pas évaluer la performance et rechercher l'excellence. Nous, dans la plupart des démocraties occidentales, à l'exception de la Chine et de la Corée du Sud, on a dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je mets des gommettes vertes, je mets des gommettes oranges et je mets des gommettes rouges. Et quand moi je demande à un prof de maternelle quand est-ce qu'il met une gommette rouge, à un prof de primaire, à un prof de collège, en gros il faut que le voisin il ait remis un gros coup de cutter dans le dos. Et là, il a un point rouge. Donc, il y a un problème de résistance au stress. Et la résilience, c'est pas que de la résistance au stress. C'est la capacité à accepter de se planter. Et plus important encore, c'est la capacité à rebondir, à faire de cet échec une source d'apprentissage. Ce qu'il est chez l'enfant. Hein. Un bébé, quand il apprend à marcher, au bout d'un moment, il se tient bien debout et il apprend vite parce qu'il en a marre de prendre des coups et des claques chaque fois qu'il bouge. Voilà. Donc, un des enjeux aussi, nous, c'est ce que nous disons dans notre pédagogie, c'est ce que dit le World Economic Forum, ces grands capitalistes, c'est que valorisons l'échec parce que c'est la principale source d'apprentissage. Voilà. Je vous ai mis les dernières. Et ça, c'est pas les 10 plus importantes aujourd'hui, c'est les 10 qui vont grandir. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Et là, ils m'ont refait, et ça sorti il y a quelques semaines, hein, donc ils m'ont refait une classification des compétences. C'est-à-dire, ils se disent, ça change tellement vite, il faut qu'on classifie différemment. Voilà. Et on est loin des compétences techniques d'un organisme comme France Compétences qui décide de beaucoup de choses dans notre pays. Capacité cognitive, efficacité personnelle, capacité de management, capacité à maîtriser la technologie, capacité à travailler avec les autres. Et là, la dernière, et c'est celle que j'apprécie, parce que c'est celle qu'on me demande, et c'est la problématique que j'ai, moi, quand des dirigeants me parlent de leurs problèmes. Aujourd'hui, les dirigeants, ils ne me parlent pas de tech, un peu de cybersécurité, de cyberattaque. Ils me parlent un chouïa d'inflation, et le gros de la conversation que j'ai avec eux, c'est l'engagement de leurs collaborateurs, et notamment des plus jeunes. Capacité à être engagé, à trouver du sens, à être dans l'action, à adhérer au moins temporairement au projet de l'entreprise, c'est un enjeu énorme. Et là, ce n'est pas propre à la France, hein. C'est tous les pays européens, c'est le Japon désormais, c'est de plus en plus la Corée du Sud et c'est bien entendu les États-Unis. Alors les États-Unis contournent toujours un petit peu les problématiques, c'est que quand ils manquent d'intelligence, ils l'importent, que ce soit dans leurs salles de cours, dans les universités ou dans leurs entreprises. Ce qui fait qu'après, on se retrouve avec toute une population qui est dévalorisée, déclassée et qui va voter pour nos amis trumpistes. Voilà. Là, je vous les montre, 3 minutes. Creative thinking. Donc, ils vont plus loin que la créativité. C'est-à-dire, c'est une manière de penser qui remet en question, qui challenge. Ça renvoie à toutes les notions que vous avez d'open innovation. Moi, je dis à mes étudiants, mais quand tu cherches une définition du mot marketing, tu peux aller effectivement chercher celle de ton prof ou d'HEC. Mais c'est intéressant de comparer celle des États-Unis du gouvernement américain avec celle du gouvernement chinois. C'est intéressant aussi de voir la définition du mot marketing du canard enchaîné ou d'un humoriste. Chaque problématique, elle doit être traitée sous plusieurs angles, sous plusieurs prismes. J'ai bien aimé et je suis allé chercher dans le dictionnaire parce que mon anglais vieillit comme moi. Est-ce que technological literacy, c'est la capacité
ne pas simplement se contenter de subir la technologie, mais d'embrasser l'ensemble des évolutions technologiques possibles. Voilà. Ça va devenir une compétence. Et c'est tout l'enjeu d'un événement comme Tech and Fest. Voilà. Et là, il me mélange des trucs que je n'avais pas prévu qu'il me mélange. Hein. Moi, ça me va. Curiosité et lifelong learning, apprentissage tout au long de la vie. C'est super intéressant comment ces chercheurs, qui sont super bien payés, qui sont parmi les meilleurs du monde, qui sont piqués dans toutes les grandes institutions, toutes les grandes universités, revoient leur vision des compétences. Voilà. Et après, moi, quand je vais parler avec le ministère du Travail, je me trouve très dépourvu. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, s'ils pouvaient venir me voir. Voilà. Résilience, flexibilité, agilité, ils le mettent dans le même truc. Capacité à penser système. Et ça, c'est une force qu'ont les ingénieurs et qu'ils ne doivent pas perdre. AI et Big Data, hein, c'est rentré dedans. Mais ils mettent AI et Big Data. L'AI sans le Big Data, ça n'a pas d'intérêt. Et aujourd'hui, vous le voyez, quand le New York Times attaque en justice OpenAI, en disant tu n'as plus le droit d'utiliser mes données, ça a moins d'intérêt à OpenAI quand il y a moins de sources possibles, et notamment moins de sources qu'on pourrait qualifier de pertinentes. Capacité à se motiver et à s'éveiller. J'ai bien aimé, capacité à s'éveiller, self-awareness. Capacité à manager les talents en fonction de ses compétences décrites. Et capacité à orienter son client. Et là, ça m'a questionné, alors je n'ai pas toutes les réponses. Qu'est-ce que ça veut dire orienter son client? Est-ce que ça veut dire répondre à ses attentes? Ça veut dire le manipuler comme le font Facebook, TikTok et tous les autres? Je suis incapable de vous répondre. Voilà. Donc, ça, c'est les dernières études qui viennent de sortir. J'ai un peu trop utilisé, mais parce que j'avais peu de temps. Vous avez tout un tas de ressources qui sont pertinentes. Les sources de l'OCDE, Nations Unies un peu moins. On a le cabinet du Premier ministre en France qui a une cellule, on va dire R&D, qui est plutôt pas mal aussi. Ce serait intéressant, et je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, de revoir ce que dit le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, depuis le Covid, a changé complètement sa doctrine. Ce serait intéressant de voir comment elle a évalué. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti le peu de femmes qu'il y avait dans le top 1000. Hein. Il y avait 5 femmes dans le top 1000, ils les ont sorties. Ils ont repris en main le pays. L'économie n'est plus leur priorité. Ils sortent autant de navires de guerre chaque année que la flotte française. Ce serait intéressant de voir, eux, qu'est-ce qu'ils catégorisent comme compétences pour la suite de ce XXIe siècle. Benjamin et Céline, les co-directeurs de Tech and Fest, m'avaient dit si tu pouvais dire 2 trucs sur l'innovation, puisque c'est la colonne vertébrale de ton école. Donc, ne me prenez pas pour quelqu'un de sexiste. C'est juste qu'en 2022, j'ai trouvé que c'était l'invention la plus drôle de la planète, faite par un Québécois. J'adore les Québécois. Eux, ils sont créatifs de naissance. Hein. C'est un peuple extraordinaire. Le gars, il a fait un chasse-neige portable pour escarpins. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une invention, si vous en doutiez. Là, j'ai essayé de vous parler d'innovation en étant... Et j'ai piqué cette slide à 2 personnes, à Emmanuel Gonon, le patron de Wahoop, un start-up pseudo-français magnifique, et à Samsung, qui a été un de mes clients les plus rémunérateurs. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a payé aussi cher pour aussi peu de temps. Et ça, c'était leur politique d'innovation. Ça a été aussi la politique d'innovation d'un Sony, d'un Philips. C'est-à-dire, je fais de la musique, j'ai un support cassette, je passe à un support CD, DVD, DVD HD, et au final, il y a moins de 2% de la population française et mondiale qui est capable d'entendre la nuance à l'oreille, et puis arrive un Napster, la digitalisation de la musique, le MP3, et Philips et Sony, ils n'ont plus vendu un CD. C'était pareil avec Samsung avant qu'ils fassent machine arrière. Et là, effectivement, vous voyez, leur stratégie, c'était j'augmente la définition de l'écran, j'augmente sa taille. C'est bien marrant, mais à 8K, il y a moins de 10% de la population mondiale qui voit la différence à l'œil nu. Hein. Moi, à 4K, je ne vois plus rien. Et à ce niveau de taille d'écran, en fait, il y a simplement 20% de la population qui a suffisamment de recul dans le salon pour pas que vous soyez ébloui par votre téléviseur. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Hein. Là, on est sur le marché des écoles, des foires, des salons, des grands événements comme ici, des stades.
Mais du coup, s'ils continuent comme ça, ils vont plus beaucoup en vendre de télé, ou ils vont dépenser beaucoup d'argent pour rien. Et savez-vous quelle est la division de Samsung qui ces 2 dernières années a eu le plus de crédit? Tic-tac, aidez-moi. Aidez-moi à animer. Téléphone? Non. Ouais, toi tu sais. Vaccin, c'est la division vaccin qui a pris le plus de crédit chez Samsung. Alors j'ai essayé de comprendre pour toi, pour 2 raisons. D'un, c'est un marché énorme. Je vous renvoie aux marges de Pfizer et de Moderna ces 3 dernières années. Hein. Mais c'est aussi parce qu'en Corée du Sud, on est sur une logique de chaebol. Vous avez appris ça peut-être à l'école? Les chaebols, ce sont des groupements économiques plus ou moins indépendants de l'État, mais qui soutiennent la politique de l'État. Voilà, donc les Coréens, ils se sont dit, avec les vaccins, c'est génial, on fait coup double, il y a du pognon à se faire, on sert la politique d'indépendance du pays. Pas évident de changer comme ça. Hein. Kodak n'a pas réussi, par exemple, en son temps. Fuji, si. Deuxième type d'innovation, et là, ça permet d'éclairer toutes les compétences. Là, vous voyez tous les systèmes d'éclairage au travers les siècles. Et ce qui est intéressant, c'est pas parce qu'il y a une technologie de rupture qu'il n'y a pas de marché. Aujourd'hui, le marché de la bougie, quand vous regardez les marges d'un Yankee Candle, c'est gigantesque. Le mec est milliardaire, le fondateur. Mais l'usage, c'est plus l'éclairage. C'est du bien-être et de la religion. Ça sent bon. L'éclairage est une fonction secondaire. La lampe tempête, même principe, hein, elle sert pour faire du camping ou comme objet de décoration. Mais il y a toujours des boîtes qui vivent de la vente de lampe tempête. Lampe à incandescence, on oublie. Ça a rapporté beaucoup d'argent à monsieur Edison, qui est enfin devenu un entrepreneur, après avoir été un inventeur puis un innovateur. Lampe, alors là c'est halogène de mémoire, je ne vois plus. Pareil, ça va disparaître. Et là aujourd'hui, on est sur de la lampe à LED, mais le modèle que je vous ai donné, vous ne l'achèterez pas parce qu'il est clair, ce sera une fonction secondaire. Il est bourré de capteurs. Des capteurs qui sont connectés à votre montre, à votre ordi, qui sont capables de capter le CO2, de voir le nombre de personnes dans la salle et de capables de vous alerter en vous disant il y a trop de personnes dans la salle, trop de CO2, ouvre la fenêtre, ou il y en a un qui est tombé, il fait un arrêt cardiaque, amenez-le au défibrillateur. Donc, ça, je trouve que c'est un bon exemple pour se forcer dans l'entreprise à dire moi sur mes produits, je suis où? C'est lequel avant, c'est lequel après. Donc là, si vous voulez qu'on le fasse avec vous, n'hésitez pas. On est plutôt bon sur ça, on a de bons experts. Je vous ai mis aussi ce qu'on appelle l'innovation frugale. Alors c'est génial, le leader mondial de l'innovation frugale, le premier qui a écrit sur ce sujet-là, est un Indien naturalisé américain qui s'appelle Navi Raju, qui a écrit un bouquin vendu à plus de 500 000 exemplaires qui s'appelle Jugad. Et il explique comment faire mieux avec moins, sur la base de ce que font les Indiens, faute de moyens. Et je vous rappelle d'ailleurs que ça s'est traduit l'année dernière. Les Indiens, ils sont devenus une nation lunaire, ce que nous ne sommes pas l'Europe et la France. Avec un budget de 54 millions de dollars, ils ont posé un engin sur la Lune. Avec 54 millions de dollars, à la NASA, ils conduisent un bus à Cap Canaveral, ils ne font pas plus. Donc là, je vous ai mis un exemple d'innovation frugale. Pendant des siècles, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, des millions de femmes, voire des milliards, se sont pété les vertèbres, à porter de l'eau sur la tête. Puis il y en a une, à un moment donné, qui a eu l'idée de mettre une ficelle à l'intérieur d'un bidon et de le faire rouler. Ça, c'est hyper industrialisable. On peut faire ça avec du plastique recyclé sur place, des moules faits à la main par le forgeron du coin. Donc voilà ce qu'on appelle l'innovation frugale. Et aujourd'hui, pendant un temps, moi, je travaillais avec des boîtes qui organisaient des super learning trips pour aller dans la Silicon Valley, dans la Tech Valley en Israël, etc. Aujourd'hui, j'en ai qui me disent, et notamment un de nos intervenants qui est l'ancien directeur innovation de Decathlon, qui s'appelle Serge Dario-Merlou. Lui, il a monté un studio de design en Inde. Tous ces designers sont indiens. Les mecs, ils sont habitués à faire avec peu. On pense que tout un tas d'innovations sur l'informatique vont émerger en Afrique avec des portables, des PC qui utilisent des composants recyclés. C'est l'avenir. On n'utilise pas 10% des capacités. Moi, j'ai un super Mac de malade parce que je voulais avoir le plus beau. Il ne me sert à rien au regard des fonctionnalités qu'il a.
Dernier sujet, je terminerai par ça et je répondrai à vos questions. L'open innovation, je pense que c'est un enjeu du jour. Et j'ai pris cet exemple, alors c'est un Hyperloop, c'est un des projets, nombreux projets développés par Elon Musk, alors que j'aime pas du tout parce que ce gars-là est un danger pour la démocratie, mais en termes d'innovation, c'est plutôt pas mal. Et l'Hyperloop, contrairement à ce qu'on pense, il ne l'a pas traité comme un projet me and myself, il l'a vraiment mis au pot commun. Et vous voyez tout un tas d'universités qui sont associées au projet. Alors l'Hyperloop, c'est des capsules qui ressemblent à un train ou un métro, sans air, suspension magnétique, pour éviter de détruire la couche d'ozone avec des réacteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à mobiliser des concurrents en mobilité, hein, parce que les gars, s'ils voyagent dans le Hyperloop, ils ne vont plus conduire leur Ford ou leur General Motors. Et là où c'est encore plus rigolo, c'est qu'il travaille avec une des plus belles entreprises françaises, cotées au CAC 40, qui s'appelle Technip. Technip, c'est le numéro 1 des tuyaux dans le monde pour l'industrie pétrolière. Ils se sont aperçus que c'était peut-être pas le marché qui allait le plus se développer, transporter du pétrole, même si les Chinois et les Russes ils construisent des nouveaux pipelines en ce moment. Et c'est eux qui vont construire les tubes. Voilà. Une partie de l'innovation, alors c'est très compliqué parce qu'il y a les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, parce que déjà dans une entreprise on est siloté, donc déjà travailler d'un service à un autre c'est compliqué, alors travailler avec son concurrent ça l'est aussi. Néanmoins, une partie des innovations, elles viendront de là. Et aujourd'hui, nous, on voit des trucs géniaux, avec une innovation dans le secteur de l'agriculture qui a 200 ans et qui est utilisée aujourd'hui dans la pharmacie. Une innovation dans l'industrie, voilà. Donc on parle de concepts, et je vais aller vite parce que je vois que l'heure passe, comme le low-tech. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de low-tech. Voilà, il y a tout un tas d'innovations. Là, par exemple, dans la région, on a une SAT qui est géniale, qui s'appelle Pulsalis. Ils sont capables d'aller retransformer des technologies ancestrales pour déposer aujourd'hui de nouveaux brevets. Et ça, ce sera une source d'innovation à l'avenir. Je vous donne un exemple. Vous avez une boîte qui s'appelle AdBike qui fait des triporteurs et des add-ons pour mettre sur des vélos classiques pour les transformer en triporteurs. Ils sont partis d'un brevet qui est basé sur une technologie qui date des carrioles du XVe siècle, des amortisseurs à lame. Voilà. Les forgerons, ils savent faire ça depuis le XVe siècle. Il y a tout un tas d'innovations qui vont venir de ce type et qui nous obligent à organiser ce type d'événements, à interagir entre spécialistes ou non spécialistes de secteurs différents. Voilà. C'était ma conclusion. En chimie, en physique, on dit quand on organise le frottement, on crée de l'énergie. On est ici dans un lieu qui multiplie les surfaces de contact. Frottez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite pendant ces 2 jours. Bonne journée.